sommes en direct. Donc, je salue si des personnes sont déjà présentes. Je suis Alessandro Diani, le coordonnateur du programme Mission Monarque à Espace pour la vie insectarienne de Montréal. On va attendre quelques instants pour qu'on ait un peu plus de participants et de participantes qui se joignent à nous. Et dès que j'aurai le OK de mon acolyte Carl-Éric, je vais commencer la présentation de la capsule Mission Monarque. Et sachez que ce webinaire-là, cette capsule-là, devrais-je dire, elle va être offerte à chaque jeudi du mois de juillet. Donc, je vais vous l'expliquer plus tard dans la présentation. Mais ce qu'on va faire, c'est des capsules comme ça d'une trentaine de minutes avec une période de questions à la fin. Donc, chaque jeudi du mois de juillet, je vais aborder des thèmes différents pour parler du programme et de l'Asclépiade, du Monarque et aussi d'une activité internationale qui est le Blitz, que je vais vous expliquer plus tard. Donc, si vous aimez bien cette présentation et que vous voulez en apprendre plus, joignez-nous à chaque jeudi jusqu'au 30 juillet. Il va y avoir des petites capsules sur Facebook Live d'Espace pour la vie. Donc, j'attends le OK de Carl-Éric pour pouvoir commencer ma présentation. Encore quelques petites secondes, voire minutes. Oui, mon collègue me fait remarquer, il y aura une période de questions à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la présentation et ne quittez pas, parce qu'après ça, vous allez pouvoir poser des questions directement sur la page Facebook et moi, je vais pouvoir y répondre par la suite. C'est parfait, c'est le temps de commencer. J'ai eu le go de mon collègue, donc je vais vous partager ma présentation. Et voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette première capsule de Mission Monarque en Facebook Live. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on est super content de vous accueillir. Je me représente, je suis Alessandro Dieni, je suis le coordonnateur du programme Mission Monarque à l'Insectarium de Montréal à Espace pour la vie. Donc, cette capsule-là, c'est pour vous parler de notre programme et de parler d'une foule d'autres choses qui vont vous intéresser. Mais avant de commencer plus loin, je vais juste un peu vous expliquer dans quoi ça s'inscrit. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le programme de Mission Monarque. C'est un programme qui est chapeauté par Espace pour la vie. Et c'est un programme de sciences participatives qui tente de documenter le succès reproducteur du monarque au Canada à l'aide des citoyens et citoyennes du Canada, du Québec et de partout en Amérique du Nord. Donc, la petite capsule que je vous présente, c'est une capsule qui va se faire à chaque jeudi du mois de juillet jusqu'au 30 juillet. Et ces capsules-là sont conçues spécialement pour vous aider à vous familiariser avec notre programme, à bien reconnaître l'Asclépiade, qui est la plante hôte du monarque, et aussi pour en apprendre plus sur le papillon lui-même. Et aussi, je vais vous faire des rappels à chaque capsule du Blitz international du suivi du monarque, qui est une activité qui se passe dans 3 pays, donc partout en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Je vais vous en parler un petit peu plus à la fin de la présentation. Donc, pour vous mettre un assise sur le calendrier de nos capsules, aujourd'hui, je vais vous parler du programme Mission Monarque. La semaine suivante, le 16 juillet, je vais vous parler de la plante hôte du monarque et de l'Asclépiade. La semaine d'après, le 23 juillet, je vais vous parler du monarque en général, tout ce qu'il y a à savoir sur le monarque pour que vous vous sentiez bien à l'aise avec cet insecte. Et pour terminer, le 30 juillet, en plein durant le Blitz, je vais vous faire un petit topo de votre contribution jusqu'à ce moment-là par rapport au Blitz. Donc maintenant, sans plus tarder, on aborde le programme de la semaine, le programme de Mission Monarque. Je vais vous parler du programme en lui-même. Je vais vous parler des activités qu'on a. Mais avant tout, pour que vous compreniez pourquoi le programme existe, je vais d'abord parler du fameux papillon monarque. Vous n'êtes pas sans le savoir que le monarque est un insecte fascinant. Premièrement, de par son apparence, il a séduit beaucoup de personnes, autant des amateurs d'insectes, des amateurs de nature, que des scientifiques.
Toutefois, le papillon monarque n'est pas uniquement fascinant en raison de son apparence. Il y a quelque chose d'assez particulier chez le monarque qui est très rare chez les insectes et même chez les autres animaux. Il y a un comportement assez fascinant, un comportement de migration. À la photo que je présente, c'est le monarque une fois qu'il est arrivé au Mexique. Donc, nous, on voit durant l'été des monarques à nos latitudes, mais à la fin de la saison, vers le mois d'août, septembre, les monarques qui sont présents au Québec vont entreprendre un voyage de plus de 4000 km pour aller jusqu'au Mexique, dans des forêts en altitude, pour trouver des lieux où ils vont pouvoir se reposer et passer l'hiver. Ils ne peuvent pas passer l'hiver à nos latitudes. Le froid est beaucoup trop important et cela serait létal pour eux. Donc, ils vont entreprendre un voyage pour être plus confortables dans les montagnes au Mexique. Et donc là, on les voit, des milliers, voire des millions de monarques qui reposent sur des arbres de sapin Oyamel au Mexique. C'est une occasion intéressante pour les scientifiques parce qu'une fois que les papillons sont sur ces arbres-là, on est capable d'estimer la taille de leur population. En comptant le nombre d'arbres et la superficie des hectares qui est occupée par les papillons monarques durant cette période, on a une idée de la taille de la population. Depuis le milieu des années 90, début des années 90, on mesure la taille de population du monarque. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui est moins intéressant, c'est que depuis les années 1996, ce qu'on remarque, c'est que la population du monarque ne cesse de diminuer. Ça varie d'une année à l'autre, mais en moyenne, on a observé une diminution de plus de 80% de la population par rapport aux données qu'on avait observées en début des années 1990. Donc, même si parfois on peut voir des hausses, en 2018, peut-être que vous avez su qu'il y avait une hausse de la population. Il y a eu une chute de plus de 53% en 2019. Donc, le monarque est un insecte fascinant, mais il est aussi un insecte menacé. Et on doit s'occuper de lui, ou du moins l'aider, pour pouvoir s'assurer que ce papillon-là et ce phénomène majestueux-là ne disparaissent pas. Comme je vous dis, c'est un insecte menacé. Nous avons l'ACOCEPAC au Canada, qui est un comité sur la situation des espèces en péril au Canada, qui font l'évaluation des espèces à savoir s'ils ont un statut particulier. En 1997, c'est la première fois que l'ACOCEPAC a désigné le monarque comme étant une espèce préoccupante. Suite à ça, le Canada, lui, a pris aussi position. Il a inscrit le monarque à sa liste des espèces en péril, en 2004. Toutefois, les statuts sont révisés à chaque année et en 2016, le statut du monarque a été réévalué et il a même changé. Il a été désigné espèce en voie en dispersion. Donc, nous, on doit prendre des mesures pour pouvoir aider ce papillon car son statut est préoccupant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider le monarque? Le Canada a ajouté le monarque à sa liste des espèces en péril, mais aussi, il s'est engagé à protéger les aires de reproduction du monarque afin de maximiser son succès reproducteur. Toutefois, on s'est rendu compte rapidement au Canada qu'on n'a pas suffisamment de connaissances scientifiques pour pouvoir développer des plans efficaces de conservation pour le papillon monarque. Et c'est là que le programme rentre en ligne de compte. On a été vers les programmes de sciences participatives comme Mission Monarque pour pouvoir documenter l'ère de reproduction du monarque et son succès reproducteur à nos latitudes. Donc, un programme de sciences participatives, c'est quoi? C'est de stimuler la participation de personnes non scientifiques, donc des citoyens et citoyennes, des passionnés d'environnement, de monarques, des personnes qui sont engagées environnementalement, à partager leurs observations et ainsi augmenter la base de données qu'on a sur le monarque et l'asclépiade partout au Canada. Donc, nous, notre rôle avec notre programme, c'est d'éduquer les personnes, les sensibiliser et les former pour pouvoir réaliser des activités. Dans notre programme, c'est des missions monarques qu'on veut réaliser pour documenter la présence de papillons sur l'asclépiade. Donc, je vais vous présenter le site. Je ne vais pas naviguer dans le site pour vous montrer chaque section parce que ce sera aussi intéressant. Toutefois, sachez que notre site Internet comporte plusieurs outils à votre disposition pour vous aider à vous familiariser avec notre programme, mais aussi avec le papillon et l'asclépiade. Donc, vous allez pouvoir trouver des fiches d'identification, une feuille d'observation de données que vous pouvez emmener sur le terrain avec vous pour noter vos observations. Et il y a aussi du contenu théorique sur le monarque et l'asclépiade afin de bien les reconnaître lorsque vous êtes sur le terrain. Donc, maintenant que vous savez qu'il y a une foule d'outils sur notre site web, je vais vous parler de comment on peut réaliser des missions monarques et observer le monarque sur les asclépiades et de les documenter. Faire une mission monarque, c'est super simple. C'est 4 étapes faciles que je vais passer avec vous aujourd'hui. Vous allez voir,
On peut le faire super facilement tout en s'amusant. Une des premières étapes, bien certainement, est de trouver de l'asclépiade. Pourquoi qu'on veut faire ça? Eh bien, l'asclépiade, c'est la plante hôte du monarque. C'est la seule plante dont la chenille du monarque va s'alimenter et compléter son cycle de développement. Alors, si on veut mesurer le succès reproducteur du papillon, il faut savoir où se trouve sa nourriture pour faire cela. Et la première étape est donc de trouver de l'asclépiade. Je passe rapidement sur cette plante-là, mais sachez que si vous participez la semaine prochaine, le 16 juillet, je vais passer en détail les caractéristiques de l'asclépiade et parler aussi de cette plante-là plus en profondeur, donc vous allez vous sentir à l'aise à aller l'observer et bien certainement la trouver sur le terrain. Toutefois, si vous voulez faire des missions de suite, allez sur notre site Internet, il y a une foule d'informations disponibles pour vous pour que vous puissiez le faire même avant qu'on se rencontre la semaine prochaine. Donc, pour l'asclépiade, si vous voulez en savoir plus, je vais en discuter le 16 juillet. Pour la deuxième étape, vous arrivez sur le terrain, vous avez trouvé un endroit où il y a de l'asclépiade. Maintenant, il faut vérifier la présence de monarques. Tous les stades de monarques nous intéressent, que ce soit l'œuf, la chenille, la chrysalide ou le papillon. Une fois que vous êtes sur le terrain et que vous observez les asclépiades, on vous encourage à noter les observations de monarques que vous faites. Maintenant, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que même si vous arrivez sur le terrain et qu'il n'y a pas de monarque, mais que vous trouvez de l'asclépiade, c'est important de le noter. Une observation d'asclépiade sans monarque, ça demeure une donnée qui est très intéressante pour nous et ça nous indique si des endroits sont peut-être propices ou non pour recevoir le monarque. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur le monarque, sur sa biologie, mais aussi comment reconnaître les différents stades et comment éviter de vous faire prendre au piège avec les autres insectes qu'on peut retrouver non loin des asclépiades, je vous invite à notre capsule du 23 juillet où je vais en parler plus en profondeur. Maintenant, on passe à l'étape de noter les observations. Vous êtes sur le terrain, vous avez trouvé l'asclépiade. Par chance, vous trouvez aussi des chenilles de monarque sur vos plans d'asclépiade. Maintenant, vous avez une feuille, un formulaire d'observation que vous pouvez traîner sur le terrain pour noter vos observations, pour vous aider à partager vos données sur notre site web. Donc, c'est bien simple. Cette fiche d'observation, vous pouvez la télécharger sur notre site Internet ou vous pouvez juste vous familiariser avec celle-ci pour aller prendre vos observations sur le terrain. Ce qui est important de noter, c'est le lieu où vous faites vos observations et à la date à laquelle vous le faites. Et aussi, vous notez l'heure de début et l'heure de fin de vos observations. Vous comptez le nombre d'asclépiades qu'il y a de présent. Vous inscrivez le nombre de chenilles que vous avez trouvées sur les plans. Et comme autre observation, vous pouvez aussi noter s'il y a eu la présence d'œufs, de chrysalides ou de papillons durant votre mission. Et pour terminer la notation des observations, on vous demande juste d'estimer la grandeur du site et aussi d'estimer la densité d'asclépiades sur ce site-là. Maintenant, comme vous allez peut-être remarquer ici, je vais vous l'entourer, on demande de noter l'espèce d'asclépiade. Il y a des bonnes chances que vous rencontrez l'asclépiade commune, puisque, comme son nom l'indique, c'est l'asclépiade la plus commune ici au Québec. Toutefois, peut-être que vous allez en retrouver plus qu'une. Ce qu'on vous demande, c'est de compléter autant de feuilles que vous avez d'espèces d'asclépiades, devrais-je dire. Donc, si vous rencontrez 10 asclépiades communes, on a une feuille et on note les observations. Et si on retrouve 2 plans d'asclépiade incarnate, eh bien, on a une deuxième feuille avec comme espèce d'asclépiade l'asclépiade incarnate et on a aussi ces observations. Maintenant, vous avez tout bien noté, vous revenez à la maison et vous voulez partager vos données, eh bien, c'est super simple. La première étape que vous devez faire, c'est aller sur notre site web et créer un compte. Comme je vous l'indique ici, vous cliquez sur le lien et vous passez à l'étape de l'inscription. C'est super simple, c'est très rapide. La partie la plus difficile, ce sera de vous trouver un nom d'utilisateur et peut-être de vous trouver un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Ensuite, vous inscrivez vos informations comme votre courriel, mais aussi votre nom, votre prénom et la ville d'où vous êtes. C'est des données qui vont nous aider à savoir comment que le programme se popularise dans les différentes régions. Aussi, je vous invite à cliquer sur cette petite case ici si vous voulez recevoir nos infolettres. C'est 5 infolettres que l'on envoie durant la saison estivale. On parle bien certainement du programme, des nouvelles qu'on a eues du monarque au courant de la dernière année et aussi on fait la promotion de différentes activités du programme qui pourraient peut-être se passer près de chez vous. Donc, si jamais vous voulez recevoir cette infolettre, cliquez et après ça, vous vous inscrivez. Voilà. Là, vous avez tout fait les bonnes étapes. Vous voulez transcrire vos données. Il suffit de vous connecter et de cliquer sur le bouton « Soumettre les données ». En arrivant là, vous allez pouvoir utiliser les données, vos fiches d'observation et transcrire exactement ce qu'il y a eu sur vos fiches. Donc, à cette page-là, vous revenez de votre mission. C'est tout simple. Allez cliquer sur le formulaire pour compléter l'inscription des données. Toutefois,
comme plusieurs personnes nous l'ont fait remarquer dans le passé, et c'est pour ça qu'on a ouvert une autre possibilité. Il arrive parfois qu'on marche et qu'on observe un monarque sans qu'on soit en train de faire une mission et qu'on n'ait pas le temps de faire une mission, que ce soit parce qu'on se dirige vers le boulot ou qu'on est même en voiture et on voit des monarques sur le bord du chemin. Sachez qu'en voulant partager des données, vous pouvez aussi partager des données éclairs. Donc ça, on n'a pas suivi nécessairement les 4 étapes que je viens de vous présenter, mais vous voulez quand même partager la présence d'un papillon ou même d'une chrysalide, vous pouvez le faire rapidement là. Sinon aussi, sur cette page-là, vous avez aussi accès à votre profil. Comme ça, vous pouvez aller changer vos données si jamais il y a une erreur lors d'une soumission d'une de vos observations, mais aussi changer vos informations personnelles si c'est nécessaire. Maintenant, vous avez soumis vos données. Vous avez maintenant un détail de mission avec un point géoréférencé et toutes les informations que vous avez partagées. Ici, je vous présente une de mes données que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, en début juillet, dans le quartier d'Outremont, où j'ai été visiter un jardin communautaire et j'ai pu voir un bon nombre de plans d'asclépiades communes, 62 au total. Maintenant, toutes ces informations-là sont enregistrées sur notre site web et toutes celles des autres participants et participantes aussi. Ainsi, on est capable d'amasser une foule de données qu'on pourrait mettre en banque et après ça, pour les personnes qui veulent faire de la recherche, qui veulent répondre à certaines questions, toutes ces données-là vont pouvoir les aider. Ça m'amène finalement à vous parler du VID international du suivi du monarque qui se passe du 24 juillet au 2 août 2020. Comme je vous dis, vous pouvez aller n'importe quand faire vos observations, des observations en début d'année, au mois de mai ou juin, si l'asclépiade commence à sortir, ou même à la fin août, quand les monarques s'en vont vers le Mexique. Toutes les données sont importantes et on peut le faire n'importe quand. Sachez toutefois que le Blitz international de suivi du monarque du 24 au 2 août, c'est un moment où on encourage toutes les personnes en Amérique du Nord à partager et faire plus de missions monarques. Je dis mission monarque, bien certainement chez nos voisins du Sud, les Américains, ils ont d'autres programmes de sciences participatives dont ils peuvent participer. Donc, les Américains et les Américaines vont faire les observations et les partager aussi. Mais là, tout le monde se met ensemble avec le Mexique aussi pour prendre des données et on va déposer ça sur un même site en commun, qui est notre site de banque de données générale du monarque et de l'asclépiade. Comme ça, il y a une foule d'informations qui vont être concentrées, pas juste avec des observations du Canada et du Québec, mais aussi de partout en Amérique du Nord. Et ça nous permet d'avoir un instantané de la présence d'asclépiades et de monarques durant la période de reproduction, durant la saison estivale. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on fait au Mexique, mais là, on le fait durant l'été. J'espère que vous avez apprécié la présentation et que ça a bien été clair ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de vous intéresser aux monarques et de vous intéresser à la sauvegarde. On remercie aussi tous nos partenaires et nos collaborateurs qui nous aident à faire notre travail. Donc, ceci est la fin de ma présentation. Toutefois, si jamais vous avez des questions, restez en place. Mon acolyte Carl-Éric va me lire les questions que vous avez partagées sur le Facebook Live. Donc, merci beaucoup et place aux questions. Alors, bonjour Alessandro, bonjour à tous. Pour l'instant, il n'y a pas de questions encore sur le Facebook Live. Est-ce que tu m'entends bien, Alessandro? Oui, je t'entends très bien, Carl-Éric. Excellent. Alors, mais peut-être qu'on peut quand même ouvrir une question un peu générale. Tu as parlé tout à l'heure du déclin du monarque. Est-ce qu'on sait un peu les causes ou qu'est-ce qui peut entraîner le déclin des monarques dans les dernières années? Oui, c'est un point que je vais aborder le 23 juillet, mais sachez que plusieurs causes, c'est assez complexe quand même. Le monarque passe du temps au Québec, au Canada, mais il passe aussi du temps aux États-Unis et au Mexique. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Les principaux facteurs sont malheureusement les changements climatiques. Vu qu'on a des températures et des événements plus intenses, eh bien, les papillons monarques peuvent en être affectés. Donc, surtout au Mexique, s'il y a des froids intenses ou des chaleurs intenses durant leur période d'hivernation, ils peuvent soit mourir de froid ou se réchauffer un petit peu trop vite et dépenser leur énergie et mourir avant qu'ils ne regagnent le nord. Donc, les changements climatiques ont un impact négatif. Il y a aussi la diminution des aires d'hivernation au Mexique. Donc, c'est des forêts très particulières. S'il y a de la coupe forestière dans ces endroits-là, eh bien, les monarques ont moins d'espace pour pouvoir hiverner durant l'hiver, ce qui est aussi une cause. À nos latitudes, à nous, c'est l'intensification de la pratique agricole aux États-Unis et au Canada. Ça a changé le paysage. Donc, on se trouve à avoir un petit peu moins d'asclépiades qui est nécessaire pour le papillon monarque. Et parfois,
peut-être de l'asclépiade de moins bonne qualité, s'il y a des pesticides aussi qui sont déposés sur ces plants-là. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là explique un peu pourquoi le monarque est en diminution depuis les années 90. Excellent, merci beaucoup. J'ai une question en fait de Carl qui nous demande comment puis-je être reconnu comme site officiel de Mission Monarque sur le site web. L'an dernier, ils ont réussi à regrouper des dizaines de familles pour faire une Mission Monarque sur la ferme bio au Lac-Simon. Alors, comme ils sont dans une région touristique, il y a plusieurs familles, en fait, des centaines de familles qui pourraient profiter de l'occasion pour venir en apprendre plus. Alors, ils se demandaient comment ils pourraient être reconnus comme site officiel, comme lieu d'une Mission Monarque. La façon de faire, la meilleure façon de faire, ce serait peut-être de publier que vous faites des missions sur vos pages personnelles. Nous, on n'offre pas de site officiel sur notre site, sur notre programme Mission Monarque. Toutefois, vous pouvez devenir Ville Amie des Monarques avec la Fondation David Suzuki. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, si vous avez des activités de la sorte, vous pouvez communiquer avec moi et à travers nos équipes, on va peut-être pouvoir relayer cette information-là. Mais ce que je vous encourage, c'est de faire des missions déjà pour que le lieu devienne un peu un point chaud sur la carte Mission Monarque. Et après ça, vous pouvez publiciser vos activités pour inviter le monde à le faire. Bien certainement, dans le contexte actuellement avec la situation avec le COVID-19, je vous encourage quand même à prendre les mesures nécessaires pour que tout le monde soit en sécurité lorsque vous le faites. Mais n'hésitez pas à promouvoir le programme et promouvoir des activités de mission pour que les personnes se joignent à vous et en faire plus dans vos régions. Merci beaucoup. Une autre question qui concerne plus les papillons. En fait, il y a quelqu'un qui demande, Chantal nous demande, quelle est la différence entre une belle dame et un monarque? Eh bien, la différence se remarque surtout au niveau des ailes. Là, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, mais si vous êtes à la présentation du 23 juillet sur le papillon monarque, je vais vous montrer des photos côte à côte du monarque et de la belle dame et on va voir la différence. Donc, bien sûr, il y a au niveau de la coloration, au niveau des ailes, il y a une différence. La taille aussi, bien certainement. Mais sachez que si jamais vous voulez être vraiment confortable de faire une différence entre les deux papillons, allez sur le site Internet. On a un kit de mission où on a des fiches d'identification pour le monarque, les différents stades et pour les différentes asclépiades. Mais on a aussi une fiche avec les différents papillons ou chenilles qui pourraient ressembler au papillon monarque. À ne pas confondre qu'on appelle cette fiche. Donc, si vous allez voir cette fiche-là, vous allez bien voir visuellement la différence entre les différentes espèces. Mais si vous voulez, soyez présents à la même heure dans 2 semaines. Je vais vous parler du papillon monarque et de comment l'identifier par rapport aux autres espèces qui peuvent y ressembler. Merci. Une autre question de Jennifer qui nous demande, dans le fond, d'abord, elle te remercie pour la présentation. Deuxièmement, elle se demandait si elle peut semer ou transplanter de l'asclépiade chez elle facilement. Oui, maintenant, l'asclépiade, on peut en trouver un petit peu partout. Il y a parfois des fournisseurs qui le font gratuitement. Sinon, on peut payer pour avoir des semences. La Fondation David Suzuki en était l'une d'elles où on pouvait avoir des graines d'asclépiade. Sinon, je vous encourage de vous renseigner au niveau des quincailleries près de chez vous ou des fleuristes où ils peuvent en trouver. Si jamais vous avez la difficulté à trouver l'information, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai pas l'information, toutes ces informations-là pour le moment, mais je peux vous partager des documents où ce serait facile pour vous de vous en procurer. Et c'est un super beau point. On encourage aussi les personnes à en semer et à en planter chez eux parce que bien certainement, on offre plus d'espace propice pour que les papillons monarques peuvent se reproduire. Et c'est aussi une belle occasion par la suite de faire des missions en continu. Donc, on est capable d'en apprendre plus sur la biologie si vous avez un plan très près de chez vous et que vous en faites un suivi aussi de façon hebdomadaire. Donc, si jamais ça ne répond pas très bien à votre question, sur le site Mission Monarque, vous allez trouver une adresse, vous pouvez m'écrire et je partagerai cette information-là. Et on pourra peut-être la mettre aussi en lien sur le Facebook Live de la présentation. Exact. On pourra peut-être mettre certaines références sur la présentation. Puis je profiterai peut-être aussi de l'occasion pour dire qu'Espace pour la vie a un programme qui s'appelle Mon Jardin et un de ces jardins-là, c'est un oasis pour les monarques. Donc, il y a de l'information aussi qui pourrait vous permettre d'avoir, de connaître des plantes qui pourraient attirer les monarques, justement. À mon point. Une autre question, Alessandro, je ne sais pas si tu sauras l'information, mais il y avait c'est Lucille qui nous demande, qui nous dit qu'il y avait un programme pour les garderies où il y avait des dons de chenilles et des feuilles. Et puis, elle se demandait si le programme avait porté fruit et s'il était toujours en vigueur. Donc, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre à cette question-là.
C'est une question super intéressante. Pour la protection et la conservation du monarque dans le passé, on donnait des larves ou un ensemble d'élevage de monarques pour pouvoir élever son propre monarque et le libérer par la suite dans la nature. Tout ça dans le but d'aider les populations sauvages. Malheureusement, ça n'a pas été. C'est pas clair que ces efforts-là aient vraiment un impact sur les populations sauvages. Même, on pense que ça peut même avoir un impact négatif. Les papillons qui sont élevés en captivité vont être parfois plus petits. S'ils sont élevés longtemps même, ils peuvent même perdre certains réflexes, là, si je peux vulgariser ça ici, pour pouvoir bien survivre en nature. Et aussi, des élevages comme ça, souvent, les papillons vont attraper des maladies et les contracter plus facilement. Alors, si on les libère en nature, ils peuvent nuire aux populations sauvages une fois qu'ils les rejoignent au Mexique. Donc, malheureusement, ces programmes-là ne sont plus supportés par Espace pour la vie. Ce que nous, on encourage de faire en ce moment, c'est d'avoir une participation active dans son observation, dans le partage des données qu'on est capable d'observer, sans intervenir avec le cycle de vie du monarque. Une autre des façons qu'on peut aider, c'est bien certainement planter l'asclépiade, comme une des personnes qui nous ont posé la question plus tôt. Mais par rapport à avoir un ensemble d'élevage ou d'élever son monarque chez soi, ce n'est plus quelque chose qu'on fait à l'insectarium et à l'Espace pour la vie, à cause des raisons néfastes que ça peut avoir sur les populations sauvages de monarques. Excellent, merci beaucoup. Une autre question qui nous vient d'Alexandra. Elle a planté de l'asclépiade l'an dernier et elle ne fleurit pas encore. Est-ce que c'est long? Est-ce que tu es en mesure de répondre le temps que ça prend pour que l'asclépiade puisse fleurir? C'est une bonne question. Je ne suis pas un horticulteur, donc je ne sais pas si je vais être en mesure de bien vous donner les réponses que vous voulez. Toutefois, j'ai fait quelques missions et je vois des personnes qui soumettent des missions aussi sur notre programme et les périodes de floraison varient vraiment beaucoup. Donc, non loin de chez moi, j'ai plusieurs plants qui n'ont pas encore formé de fleurs. Quand j'ai été observer des plants au campus 1000, il y avait une foule de fleurs, même des petits fruits qui se formaient. Donc, il y a plusieurs choses qui vont expliquer cela. Bon, le moment où le plant est sorti de terre, il y a encore des jeunes plants d'asclépiade qui sortent à ce temps-ci, même si vers la fin mai, il commençait déjà à en avoir. Donc, des temps de sortie de terre, il y en a plusieurs. Après ça, ça peut être lié aux conditions d'ensoleillement, les conditions de sol. Peut-être que des plants prennent plus de temps avant de fleurir. Ça, je ne pourrais pas vous le dire maintenant, mais au Jardin botanique, on a les renseignements horticoles, excusez-moi. Vous pouvez poser vos questions et il y a aussi de l'information sur les plants d'asclépiade sur le site du Jardin botanique. Pour savoir plus en détail, qu'est-ce qui pourrait expliquer le retard de floraison de vos plants. Excellent, merci beaucoup. Donc, il me reste une autre question. En fait, il y a Jacqueline qui nous demande qu'elle a cueilli des semences d'asclépiade à plusieurs reprises. Mais il n'y en a pas qui ont fleuri ou qui ont levé. Elle a fini par enlever les plants et puis elle les a transplantés. Puis ils ont repris en fleurs à ce moment-là. Donc, ces plants-là sont des régals pour les chenilles, mais pas pour les monarques. Est-ce qu'il y a d'autres insectes ou chenilles qui peuvent être intéressés par le plant d'asclépiade? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments. Peut-être pour répondre par rapport aux graines, si on récolte les graines en nature, il faut savoir que ces graines, normalement, ils ont besoin d'une période de froid pour pouvoir germer l'année suivante. Donc, si jamais vous prenez ces graines-là à la fin de l'été, au début de l'automne, et que vous les gardez à l'intérieur sans les exposer au froid, ils ne pourront pas germer à l'année suivante. Donc, il y a cette étape-là qu'il faut faire attention. Parfois, lorsqu'on ajoute des graines, ces graines-là ont déjà subi un certain traitement pour leur permettre de germer à l'année suivante. Donc, si vous le faites par vous-même, il faut trouver une façon de faire cela ou de juste trouver un moyen pour les exposer à l'extérieur à des températures froides, mais pas trop, pour que les graines puissent avoir ce traitement. Donc, c'est juste une première réponse que je veux vous donner. Là, sinon, si je comprends bien, vous dites que vous voyez des chenilles sur vos plants, des chenilles de monarque, mais vous ne voyez pas de papillons. Ça se peut, le papillon monarque va un peu s'alimenter de l'asclépiade et surtout pondre des œufs dessus, mais le papillon va aussi se nourrir d'une foule d'autres plantes, d'autres fleurs qui sont riches en nectar, qu'on appelle des plantes nectarifères. Donc, possible qu'on les voit plus sur d'autres plants, les adultes, que les chenilles de monarque. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Donc, on voit beaucoup de chenilles, mais peut-être pas beaucoup d'adultes sur nos plants. C'est à cause du moment où on fait nos observations. Les adultes
vont se nourrir un peu, parfois pondre et aller ailleurs par la suite, alors que les monarques vont passer tout leur cycle de développement sur le plan de l'Asclépiade. Et là, je pense que la dernière partie de la question, c'était de savoir s'il y a d'autres plantes qu'on peut planter. Bien, il y a plusieurs aussi réponses. Si vous avez un jardin et que vous voulez avoir plus de papillons, donc je vous encourage à avoir des plantes nectarifères aussi pour compléter. Sur le site du Jardin botanique, on a une liste des top 10 meilleures plantes qu'on peut planter pour avoir un jardin, un oasis pour les monarques. Donc, bien sûr, il y a de l'asclépiade, mais aussi d'autres plantes riches en nectar qui vont attirer les adultes. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres espèces d'asclépiades que vous pouvez planter dans vos jardins pour aussi avoir une diversité d'asclépiades. À nos latitudes, il y a de l'asclépiade incarnate et qu'on peut planter aussi. Sachez que généralement, les monarques semblent préférer pondre sur l'asclépiade commune tout de même, mais avoir une diversité d'asclépiades n'est jamais une mauvaise idée. Mais comme je vous dis, les autres plantes importantes, c'est aussi les plantes nectarifères. Elles ne vont pas aider les chenilles, parce que les chenilles ne s'alimentent pas de ces plantes-là, mais elles vont pouvoir aider les papillons, les adultes, à s'alimenter. J'espère que ça répond bien à la question. Je ne sais pas si j'ai oublié des sections de questions, Carl-Éric. Non, c'était complet. En fait, la personne pense que ce n'était pas nécessairement des chenilles de monarques, que c'était peut-être d'autres types de papillons. Donc, est-ce que ça se peut que l'asclépiade attire d'autres chenilles? Oui, excusez-moi, c'est vrai, il y avait cette section-là de la question. En effet, il y a aussi une foule d'autres insectes qui vont s'alimenter d'asclépiades. Je vais vous en parler la semaine prochaine. L'asclépiade a une communauté assez riche, donc il est possible que vous observez d'autres chenilles ou même d'autres larves d'insectes, des pucerons. Ça peut être aussi des coléoptères. Donc oui, généralement, quand on observe un ou deux chenilles avec les traits de la chenille du papillon monarque, comme je vais vous le présenter dans 2 semaines, on est pas mal certain que c'est ça. Il y a une autre espèce qui va être présente qui, elle, va être beaucoup plus grégaire, ce qui veut dire en plus gros groupe. Donc, l'actide de l'asclépiade, je vais vous montrer une photo la semaine prochaine. Ce papillon-là, c'est un papillon aussi. Lui, il va prendre plusieurs œufs. Il va avoir une foule de chenilles sur les plants d'asclépiade. Donc, oui, c'est une communauté qui peut être assez riche. Juste moi, quand j'ai fait mon observation au Outremont, je n'ai pas vu d'arctide, mais j'ai vu le longicorne de l'asclépiade qui était présent et aussi la petite punaise de l'asclépiade. Donc, oui, plusieurs autres insectes peuvent se retrouver sur nos plants d'asclépiade. Excellent. On va prendre une dernière question. On est désolé si on n'a pas pu couvrir toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez vous référer au site de Mission Monarque. En fait, il y a Serge qui nous demande il nous dit que certaines de ces asclépiades ont beaucoup de pucerons. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose à faire? Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de quand même laisser la nature se faire. C'est certain que si on intervient envers les pucerons, d'une façon quelconque, on peut avoir un impact néfaste aussi sur les monarques, sur les chenilles qui vont s'alimenter sur ce même plan-là. Si jamais vous sentez que ces pucerons-là nuisent vraiment à la santé de votre plan d'asclépiade, ce qu'on peut faire, c'est physiquement tout simplement les écraser et les retirer. Donc, ce serait la façon la plus sécure de gérer les pucerons que vous avez sur nos plans. Mais sachez que si vous prenez une concoction, même une concoction maison là, qui pourrait nuire aux pucerons, il pourrait avoir aussi un impact sur les chenilles de monarque. Donc, moi, je vous suggère fortement, si vous voulez intervenir, de retirer les pucerons, sinon de juste laisser la nature se faire et il va y avoir quand même du monarque qui peut se poser et pondre sur ces plants-là. Les asclépiades, c'est des plantes extrêmement résilientes, donc même s'il y a beaucoup d'individus qui s'alimentent, il y en a assez de nourriture pour tout le monde. Excellent, merci beaucoup et merci infiniment à tout le monde qui nous ont posé des questions et qui ont aussi assisté à cette capsule. Est-ce que tu peux peut-être rappeler le rendez-vous de la semaine prochaine et comment on peut faire pour avoir plus d'informations sur Mission Monarque? Oui, eh bien, pour la semaine prochaine, sur Facebook, il va y avoir une annonce comme il y a eu aujourd'hui. C'est le jeudi à midi, où on tombe en Facebook Live. Je vous invite donc d'aller voir la page Facebook à cet effet. Sinon, si vous avez des questions, il y a mission-monarque.org, qui est notre site Internet. Il sera en lien aussi sur la publication Facebook. Vous allez arriver sur notre site de Mission Monarque, notre programme, et toute l'information va être aussi présente. Vous allez voir, il y a une section pour le Blitz en particulier et on annonce les capsules Mission Monarque sur cette page-là aussi. J'espère que ça répond bien à ta question, Carl-Éric. Oui, désolé, oui, ça répond bien à mes questions. Alors, voilà, on peut conclure et on se revoit la semaine prochaine.
Super. Merci à tous et à toutes.